finit par exister. Freddy Ethan. Oui, sans doute. Il faut dire aussi que cette déclaration a changé complètement la donne, à la fois géopolitique, mais aussi la donne que nous avons connue pendant 400 ans, où il y a eu un règne, je dirais, de l'Empire ottoman. Et donc, il faut dire aussi que si les Palestiniens aujourd'hui demandent rectification ou même faire justice, il ne faut pas oublier qu'un pays musulman, c'est-à-dire les Ottomans, pendant 400 ans, n'ont pas accordé aux Palestiniens ou aux Arabes de la région un État indépendant. Alors Daniel Ben-Simon fêtait en grande pompe cet anniversaire. Est-ce que c'est pas très accessoirement pour l'actuel gouvernement israélien le moyen de se rappeler aux bons souvenirs des Européens, le temps aussi d'un jour où les ambitions sionistes bénéficiaient d'une meilleure image qu'aujourd'hui? Oui, avant la déclaration, il y avait des Juifs ici. On préparait un État, on se préparait à bâtir, à fonder un État juif. La déclaration a donné une certaine légitimité diplomatique d'une puissance mondiale, la Grande-Bretagne, et ça a donné une force incroyable. Mondialement, c'était le début de l'histoire juive en Israël, mais même sans la déclaration, je crois qu'il y aurait un État israélien. Il y avait déjà toutes les préparations, il y avait l'idée, il y avait la terre, il fallait les combiner les deux. La déclaration est importante parce que c'était avant les guerres avec les Arabes, c'était vraiment la diplomatie, la haute diplomatie entre Chaim Weizmann, le futur président, le premier président d'Israël, et la communauté internationale. C'est pour ça que c'est important, cette déclaration, elle a donné quelque chose, une couronne à l'idée du sionisme. Nadia Ellis, pour Theresa May, la première ministre britannique, il ne s'agit absolument pas de s'excuser, selon ses mots, mais pourtant la coexistence entre juifs et arabes reste inachevée. Formulation toute diplomatique pour exiger la création d'un État palestinien. Les formulations doivent être évidemment toujours diplomatiques, mais les déclarations aujourd'hui servent pas à grand chose à partir du moment où il y a un vrai problème d'acceptation du narratif l'un de l'autre, et c'est pour ça que la coexistence est encore, je ne dis pas impossible, mais en tout cas très 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 difficile. Les Palestiniens comme les Israéliens ont beaucoup de mal à accepter le narratif de l'autre, à accepter que l'autre côté puisse avoir une vision de ce qui s'est passé complètement différente de la sienne. Donc effectivement, cette déclaration qui encourageait la fondation d'un foyer juif en Palestine, pour les juifs, c'était la légitimation d'un retour à cette terre. Pour les Palestiniens, c'était effectivement une ingérence insupportable. Les deux côtés sont en bonne foi, en fait. Il n'y a pas de mauvaise foi. Les Palestiniens, effectivement, vivent cette création de l'État d'Israël comme quelque chose qui leur a été imposé, et une reconnaissance même de l'État d'Israël aujourd'hui, et je vous laisse parler Maurice tout de suite, c'est un vrai compromis. Et pour les Israéliens, ce compromis qui est en gros le point d'arrivée pour les Palestiniens aujourd'hui serait le point de départ. Il faudrait accepter que les Israéliens ont tous les droits d'être ici, et à partir de là, donc ça ce serait la prémisse même d'une coexistence, à partir de ce moment-là, on peut commencer à négocier cette coexistence. Il y a vraiment ce qu'on appelle techniquement en analyse du discours des ruptures cognitives. Il y a un point de non-rencontre entre les prémices des deux discours, et à partir du moment où on n'est pas d'accord sur les prémices d'un discours, on ne peut pas argumenter, on ne peut pas polémiquer, et on ne peut certainement pas arriver à un accord. Maurice Fergan, deux visions irréconciliables de deux visions de l'histoire? Non, je pense pas, mais moi je suis d'accord un peu avec ce qui a été dit. C'est vrai que c'est un acte de naissance de l'État d'Israël, sauf que ce qui est très important dans cette déclaration Balfour, c'est que les Britanniques s'engagent à créer un foyer national en Palestine, et c'est la première fois que la Palestine est citée, et le mouvement sioniste a su se saisir de cette affirmation pour aller de l'avant. On parlait d'autres différentes options, là c'était clair que c'était en Palestine. C'est la deuxième chose, c'est que je me demande pourquoi les Palestiniens aujourd'hui veulent faire annuler cette déclaration, lutte contre cette déclaration, parce qu'en fait c'est aussi leur acte de naissance quelque part. Parce que si on parle de la création d'un foyer
pour le peuple juif en Palestine. Moi, j'ai la déclaration sous les yeux, à condition de respecter les droits civils et religieux des communautés non juives. Et donc, quelque part, la déclaration Balfour, c'est aussi l'acte de naissance du peuple palestinien qui n'existait pas avant. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'y sont pas arrivés? Mais il faut comprendre que les Palestiniens ne se voient pas comme ça. C'est-à-dire cette perspective, qui est la perspective effectivement des Israéliens et des Juifs dans le monde, à savoir le peuple palestinien n'existait pas, peu importe si c'est une perspective qui est vraie factuellement. Eux, les Palestiniens ne se voient pas comme ça. Les Palestiniens pensent qu'il y avait un peuple. Les Palestiniens se sentent un peuple. Les faits, malheureusement, n'ont pas d'importance dans le déroulement de l'histoire. Ils devraient profiter de cette déclaration Balfour. Profiter de cette déclaration. Ok, on est pour, donc respecter nos droits civils et religieux. Mais non, parce que pour eux, la déclaration Balfour, déjà, c'est une ingérence dans une terre, dans un endroit, dans un habitat qui existait, et pour un peuple qui existait. Il y a un livre magnifique, que je vais juste dire rapidement, le livre d'Ari Shavit, je crois qu'il est exceptionnel pour vraiment montrer les deux narratifs différents, Ma terre promise, le triomphe et la tragédie d'Israël, où un chapitre est écrit du point de vue des Israéliens et l'autre chapitre est écrit du point de vue des Palestiniens, et ça montre à quel point, en toute bonne foi, il y a deux narratifs qui sont complètement différents. Et malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est difficile, il faut accepter que le narratif de l'autre est en bonne foi. La question que je pose, c'est que partir ces deux narratifs figurent dans la même déclaration, comme par hasard. Donc c'est pas une déclaration pour Israël, c'est une déclaration pour créer une situation dans cette région qui permettrait la vie ensemble. Sauf que la solution proposée par la déclaration Balfour est celle de la coexistence. Est-ce que c'est cette coexistence qui n'est pas acceptée par le narratif palestinien, Freddy Ethan? D'abord, on mélange tout ici. Il faut faire les choses d'une manière beaucoup plus historique, avec une rétrospective historique. La déclaration Balfour arrive après le congrès juif qu'Herzl a réuni à Bâle en 1897, donc 2 décennies avant la déclaration Balfour. Deuxièmement, le 24 juillet 1924, la Ligue ce qu'on appelle la Ligue de la Société des Nations, ce qui était avant l'ONU, a confirmé, a certifié cette déclaration Balfour. Et donc, il s'agit d'un document, non pas une déclaration ou un discours, et ce n'est pas le problème, le discours, mais une certification de la communauté internationale. Donc, sur le plan juridique, d'abord, légitime, c'est une déclaration qui a été acceptée par tout le monde, premièrement. Deuxièmement, il faut dire aussi que à chaque fois que les Palestiniens disent qu'ils ont raté les rendez-vous de l'histoire, ils les ont ratés depuis 1917 et ils continuent à le rater. Pendant une cinquantaine d'années, je vous rappelle, depuis 1967, il y a eu, je vous rappelle, un discours de Lévi Eshkol le 24 juillet 1967, 3 semaines après la guerre des 6 jours, dont il appelle aussi à un retrait des territoires. Donc c'est un parti travailliste qui était là et qui disait qu'il tend la main aux Palestiniens. Alors, il n'y a pas eu. Et donc, essayer aujourd'hui de traduire en justice, mais c'est insensé de traduire en justice la Grande-Bretagne. Et aujourd'hui encore, quand on connaît ce qui se passe aujourd'hui dans la géopolitique, la donne géopolitique d'aujourd'hui, comment créer un État palestinien que même la réconciliation, soi-disant réconciliation entre 2 têtes des chefs palestiniens, il faut être beaucoup plus pragmatique, logique. Et je reviens à ce que dit Iferian concernant les communautés, mais tout à fait, et c'est respecté selon la proclamation de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Daniel Ben Simon, un mot rapidement. En fait, ce qu'est en train de nous expliquer Freddy Ethan, c'est que la construction du narratif palestinien a suivi bien des années après celle du narratif israélien, à laquelle la déclaration Balfour a donné la primeur. Oui, moi je ne m'intéresse pas à l'histoire tellement, je ne suis pas historien, j'ai fait de la politique, j'étais au Parlement, je suis un pragmatiste, c'est quelqu'un qui veut trouver une solution. Alors pourquoi les Palestiniens n'y sont pas arrivés? C'est leur problème, je suis désolé à la suite de leur refus historique, mais je crois qu'un jour on arrivera à un accord, et là on pourra clore l'affaire de cette déclaration, parce qu'elle pourra satisfaire aussi l'autre côté, et il faut arriver. Moi je suis pour un accord, il faut aller vers un accord, il faut faire le maximum pour faire la paix, et ça donnera... Oslo, on l'a fait plusieurs fois. On tombe pas des nues aujourd'hui. La déclaration Balfour, c'est vrai, il y a une centaine d'années. Mais je sais. Mais il ne faut pas non plus rêver, il ne faut pas être naïf. Mais j'aime rêver.
J'aime rêver, j'aime de temps en temps rêver, et je rêve d'une paix qui pourra satisfaire et cela et cela. Mais tout le monde veut. Non, je sais. Alors il faut le vouloir, il faut le faire. Et je crois que cet accord pourra donner à ce problème palestinien, oui. Oui, c'est vrai, Daniel, mais pourquoi les Israéliens, par exemple, ne profitent pas de cette polémique pour dire, oui, d'accord, la déclaration Balfour, on l'accepte, acceptez-la aussi. On donne les droits civils et religieux aux populations non juives en Palestine. Absolument, je suis d'accord. Les Palestiniens sont un peu... ils vont vers le mot et la virgule, mais il faut faire les grands gestes. Le grand geste, c'est celui de réconcilier. Il y a 22 ans, Rabin a fait ce grand geste. Ça, c'est l'histoire. Oui, mais il n'y a pas l'histoire. On ne peut pas comprendre l'actualité si on ne sait pas l'histoire. Ben, moi, je suis très clair dans l'histoire. Moi, Non, mais il faut savoir l'histoire. Parce que l'histoire, il ne faut pas qu'elle se répète à chaque fois avec les mêmes erreurs et les mêmes rendez-vous ratés de l'histoire. Nadia Ellis, ne pas répéter les mêmes erreurs, c'est peut-être aujourd'hui encore se donner une chance de réconcilier les visions israéliennes et palestiniennes d'appartenance à une même terre. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a un débat qui tourne autour des faits, alors qu'on sait très bien que les faits n'ont jamais suffi à qui que ce soit pour changer d'avis sur un sujet. Je crois qu'on est tous d'accord sur ce plateau que l'humanité n'est pas née d'Adam et Ève, et que Ève n'est pas sortie de la côte d'Adam. Voilà. Et pourtant, il y a quand même des milliards de personnes au monde, bien que ce soit un fait, il y a des milliards de personnes au monde qui encore vivent leur vie, construisent leur vie et éduquent leurs enfants sur cette croyance. Alors, le monde se base sur des croyances, pas sur des faits. Et des interprétations. Évidemment. Alors, ici, nous sommes dans un conflit qui se fonde sur des croyances différentes. Pas du tout, des c'est croyances. des documents. Mais quel rapport avec... Mais on s'en fout des documents. On s'en Les fout Palestiniens s'en foutent des documents. Il faut trouver une solution avec les gens. Vous allez comme justice à Grande-Bretagne. Alors, donc, tous les traités qu'on va signer, vous en foutez. Non, c'est pas que moi je m'en fous, c'est eux ils s'en foutent. Ne prends pas ça. La question c'est pas moi, la question c'est les personnes pas de vous. La question, ce sont les signataires de ces accords. des interlocuteurs. Il faut respecter les accords. Même Netanyahou, en 96, a respecté les accords d'Oslo. Freddy Attal, s'il ne signe pas ces accords ou s'il ne les respecte pas, c'est sans doute parce qu'il ne s'y retrouve pas. Oui, non, mais il faut connaître la cause. Mais à chaque fois, on accuse Israël. Vous trois, vous accusez Israël. Non, j'accuse Non, mais vous accusez parce que si on est dans l'impasse, si on est dans l'impasse, non, je n'accuse pas Israël, je déplore simplement que d'un point de vue israélien, on ne fasse pas de cette déclaration de Balfour quelque chose qui concerne aussi les Palestiniens. mais c'est ok, mais c'est très bien. Mais Oui, mais on dit que c'est l'acte de naissance de l'État d'Israël, ça nous concerne à nous, et on oublie la seconde partie de cette déclaration. Le problème est beaucoup plus complexe parce que ce n'est pas d'une manière avec un bâton magique qu'on va régler l'affaire. Il y a une centaine d'années déjà, et bien au-delà, un siècle, que nous combattons pour avoir notre indépendance, notre souveraineté sur notre terre d'Israël. Il faut le dire, c'est la terre d'Israël. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas gommer l'histoire. L'histoire est là. Mais l'histoire aussi a des compromis. On est obligé de faire des compromis. Et je suis tout à fait d'accord de faire des compromis. Mais à condition que l'autre... Oui, je t'en prie. J'ai beaucoup de respect On vous laisse finir la partie de ce débat. Mais ce qui s'est passé il y a 60 ans, 70 ans est différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Israël est une puissance mondiale. C'est notre terre, c'est notre histoire. Tout est là. Mais c'est un moment historique pour Israël.